Bon matin à tous. Nouvelle émission aujourd'hui. Gros sujet, les chemtrails ou les épandages. Pour commencer, je vais vous montrer une photo d'un chemtrails. Donc, si on fait des recherches sur Internet, on va trouver trois types de contenus concernant les chemtrails. Le premier, ça va être les debunkers vont vous dire, ben, c'est des traînées de vapeur. Ils vont expliquer ça avec un langage très sérieux, avec des longs titres devant leur nom. Ensuite, on va retrouver des vraies là, théories d'hurluberlu. Là. Ça, il y en a, là, des affaires qui font pas de sens. Là, on touche à un peu n'importe quoi. Tu sais, il y a des choses au travers de ça qui ont justement été inventées pour discréditer ce sujet-là. Puis le troisième type de contenu qu'on va retrouver, c'est sur des chercheurs de vérité qui sont sérieux, comme ceux que je vais vous énumérer aujourd'hui dans mon émission. Tu sais, là, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui vont s'intéresser à ma vidéo, puis il y a ceux qui vont l'écouteront même pas, puis qui vont juger, puis rire de ça. Moi, je fais des vidéos pour les gens curieux qui se posent des questions sur des choses étranges qui se passent dans notre monde. Puis le restant, ben, vous pouvez continuer de vivre votre vie confortablement. Moi, ça me dérange pas. C'est pas pour vous autres que je fais ça. Déjà, on a démontré dans les autres émissions à quel point que les debunkers professionnels sont des menteurs éhontés. Donc, encore une fois, on va remarquer toutes les sottises qu'inventent ces pseudo-spécialistes-là. Dans le fond, c'est pas parce qu'une chaîne a beaucoup de visionnements, beaucoup de likes, beaucoup de commentaires que tout ça c'est vrai. T'sais, ils peuvent très bien acheter des likes, acheter des followers, surtout qui ont le budget pour le faire. Là. Donc, les chemtrails, c'est un sujet qui est vite tourné au ridicule. Même moi, avant de faire des recherches, j'étais excessivement sceptique sur ce que j'avais entendu. Tu sais, de dire que les avions, les gouvernements voudraient nous déverser des produits chimiques au-dessus de notre tête, ça fait carrément aucun sens. Fait que, on va démystifier ça ensemble. Donc, il y a deux théories. La première, ce serait que c'est des épandages de produits chimiques qui mettent à l'intérieur pour répandre ça. Puis ce que les debunkers professionnels, eux, disent, c'est que c'est des traînées d'eau de condensation. Le premier argument qu'on pourrait dire, qui est souvent utilisé, c'est que avant il n'y en avait pas, on ne les voyait pas dans le ciel, ces fameuses traînées-là. Si vous demandez à vos parents, quand ils étaient petits puis qu'ils observaient les avions, il y avait beaucoup de temps, il n'y avait pas de téléphone cellulaire dans ce temps-là. Même moi, j'ai vécu mon enfance, il y avait les Nintendo puis les consoles, mais quand même, j'ai eu le temps d'observer, puis il n'y avait pas ces traînées-là. Là, on parle pas d'une traînée qui reste 2 minutes, là, mais qui persiste là, une demi-journée. Là. Donc, on voit ici que ça forme des espèces de gouttelettes qui se forment. Là, avec souvent une décomposition en forme de gouttelettes avec une irisation de celle-ci en fonction de l'angle des rayons du soleil. Donc là, j'entends déjà des debunkers sceptiques me répondre que ma mémoire me joue des tours, mais ça, c'est pas un argument qui est suffisant, mes chers. Donc, dans mon temps, les jeunes, il n'y avait pas grand-chose à faire, puis il y avait le temps d'observer une journée complète à l'extérieur des avions, puis les traînées ne duraient pas une demi-journée. Donc là, les sceptiques vont dire que les trafics aériens ont explosé depuis les années 2000. Mais je vois pas pourquoi que ce serait un argument, parce que c'est pas parce que y a un avion n'en faisait pas que 10 avions vont en faire plus, tu sais.
Pourtant, quand on commence à faire des recherches, on se rend vite compte qu'il y a des physiciens, des agronomes, des géologues, des ingénieurs, des neurologues, des médecins, des climatologues, des physiciens, des biologistes, des toxicologues, des historiens, des journalistes, des politiciens. Il y a même des mathématiciens qui se sont penchés sérieusement sur la question. Sans compter toutes les associations qui se sont créées partout à travers le monde, dans plusieurs langues, plusieurs livres qui ont été écrits là-dessus. Donc, si ça serait aussi simple que juste des traînées de condensation, je pense pas qu'il y aurait toutes ces personnes-là professionnelles qui auraient mis autant de temps à s'intéresser à ça. Il y a beaucoup de gens que ça va leur satisfaire de se faire dire que ce sont des simples traînées de condensation. Ils vont arrêter de faire des recherches, tu sais, ça va satisfaire leurs besoins. Puis dès qu'ils vont entendre quelque chose qui va s'éloigner de ça, c'est tout de suite du complot, tu sais. Donc, on nous a comme programmé à catégoriser vite les gens qui vont dire que c'est d'autres choses que des traînées de condensation. Je vais vous donner un exemple. Il suffit d'évoquer le mot HAARP. H-A-A-R-P. Donc, dès qu'on évoque ce mot, on est accusé de théoricien du complot. Dans ce cas-là, le Parlement européen devrait être qualifié de complotiste depuis 1999, eux aussi. En 1999, un rapport sur l'environnement a été déposé au Parlement européen. Et puis, dans ce rapport-là, on faisait référence plusieurs fois au projet HAARP et on énumérait les inquiétudes que l'impact que pouvait avoir un tel projet sur les changements climatiques. Maintenant, en 2021, quand on regarde les températures, on ne peut pas nier qu'il y a eu de tels changements. On remarque des perturbations climatiques, des choses qu'on n'a jamais vues avant. Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes au niveau militaire et géopolitique face au projet HAARP. Donc, je vais vous lire une partie de ce rapport-là. Ici, on parle du projet HAARP et les armes non létales convoquées à Bruxelles le 5 février 1998. Constatant que la fin de la guerre froide a profondément modifié la situation géopolitique sur le plan de la sécurité et que dans le domaine militaire, la détente a conduit à un désarmement général et en particulier à une limitation des armements nucléaires, ce qui a permis de libérer d'énormes ressources militaires. Considérant qu'en dépit de ce bouleversement total de la situation géostratégique depuis la fin de la guerre froide, le risque d'une atteinte désastreuse à l'intégrité et à la durabilité de l'environnement global n'a pas sensiblement diminué. HAARP est un projet de recherche utilisant un équipement terrestre, un réseau d'antennes. Chacun est alimenté par son propre émetteur pour réchauffer des parties de l'iniosphère au moyen d'ondes radio puissantes. L'énergie ainsi générée réchauffe certaines parties de l'iniosphère, ce qui crée des trous dans l'ionosphère et des lentilles artificielles. HAARP peut avoir de multiples applications. La manipulation des particules électriques de l'atmosphère permet de contrôler des énergies gigantesques. Utilisée à des fins militaires contre un ennemi, cette technique peut avoir des conséquences terribles. HAARP permet d'envoyer à un endroit déterminé des millions de fois plus d'énergie que tout autre émetteur traditionnel. L'énergie peut être dirigée contre un objectif mobile, notamment contre les missiles ennemis. Les trous dans l'ionosphère causés par les ondes radio puissantes qui sont envoyées constituent un autre effet très grave d'HAARP. L'ionosphère est notre bouclier contre le rayonnement cosmique. On espère que ces trous se refermeront. Mais l'expérience acquise suite à la modification de la couche d'ozone donne à penser le contraire. Le bouclier de l'ionosphère est fortement percé à plusieurs endroits.
En raison de l'ampleur de ces incidences sur l'environnement, HAARP constitue un problème global et il faut évaluer si les avantages que procure ce système compensent les risques encourus. Ces incidences écologiques et éthiques doivent être évaluées avant la poursuite des travaux de recherche et de la réalisation d'essais. L'opinion publique ignore pratiquement tout du projet HAARP et il est important qu'elle soit mise au courant. HAARP est lié à la recherche spatiale intensive menée depuis 50 ans à des fins clairement militaires, par exemple en tant qu'élément de la guerre des étoiles en vue du contrôle de la haute atmosphère et des communications. Ces travaux de recherche doivent être considérés comme extrêmement néfastes pour l'environnement et la vie humaine. Personne ne sait avec certitude ce que peuvent être les effets de HAARP. Il faut lutter contre la politique du secret en matière de recherche militaire. Il faut promouvoir le droit à l'information. Dans ce rapport-là, ça parle même des ceintures de Van Allen qui seraient affectées à cause du projet HAARP. Il y aurait eu une modification. Puis ça parle même de l'exploration spatiale, comme si ça serait lié. Là. On comprend aussi dans ce rapport-là qu'on envoyait des bombes nucléaires pour voir comment réagissait la ceinture de Van Allen. Donc, en gros, ça veut dire qu'en 1999, la Commission européenne était au courant que les militaires américains, procédaient à des recherches sur la manipulation du climat. Les scientifiques du projet HAARP se défendaient en disant que c'était un projet pour identifier les ressources minières, que 20 ans plus tard, on n'a pas trouvé grand-chose. Donc, selon eux, ça servirait pour la recherche minière et la communication. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est rare que je trouve un document comme ça intéressant à lire, mais là, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. L'Union européenne aurait même voulu envoyer des inspecteurs environnementaux, ce que les Américains ont refusé à maintes reprises. Il demande à l'organe chargé de l'évaluation des choix scientifiques et technologiques d'accepter d'examiner les preuves scientifiques et techniques fournies par tous les résultats existants de la recherche sur le programme HAARP, aux fins d'évaluer la nature et l'ampleur exacte du danger que HAARP représente pour l'environnement local et global et pour la santé publique en général. Donc là, vous allez me dire, c'était supposé d'être une émission sur les chemtrails, puis là, je parle de HAARP. Ben, ça va être relié ensemble, on va voir plus tard. Tu sais, moi, personnellement, je trouve ça bizarre, ces énormes centrales présentes un peu partout dans le monde entier à des endroits stratégiques. Mais bon, si y a des gens qui se posent pas de questions, c'est votre choix à chacun. Probablement qu'il y a très peu de personnes qui savent réellement en quoi ça consiste vraiment. Mais bon, c'est comme les chemtrails finalement, on le sait pas. Donc, la théorie la plus populaire serait que les scientifiques du changement climatique vantent les avantages de la géo-ingénierie, les chemtrails, dans une nouvelle impulsion pour polluer l'atmosphère, atténuer le soleil et geler la planète. Donc, une pollution chimique du ciel afin de changer ou modifier le climat à des buts géopolitiques ou militaires. Donc là, changer le climat, ça fait un peu conspirationniste, mais pourtant, si on fait des recherches, on s'aperçoit que dès 1946, modifier le climat est une préoccupation majeure pour les dirigeants dans le monde. Donc en 1959, on faisait déjà des études sur les pluies artificielles. On avait même des documents qui démontraient l'efficacité de tout ça. On va aller voir une petite vidéo qui explique un peu ça. Voici un rapport de l'Organisation des Nations Unies de 1959 qui relate entre autres: depuis les premiers essais menés en 1946, de nombreuses expériences ont été menées partout dans le monde et certaines ont donné des résultats spectaculaires, avec des averses s'étendant sur des surfaces considérables, des plus importantes, jusqu'à 4,5 millions de tonnes d'eau sur une expérience en France. Donc vous voyez dans cette vidéo déjà
les épandages sont de nature... Alors là, évidemment, c'est pour faire de l'eau. Mais pour faire de l'eau, il faut mettre du iodure d'argent. Donc, c'est des épandages. Là aussi, de l'autre côté, ils pensent que c'est de la vapeur d'eau. Une fois admis cela, serait-il totalement inimaginable pour ceux qui sont capables de construire des armes nucléaires, chimiques, bactériologiques, d'avoir eu d'autres idées concernant la maîtrise du climat? Et si, par exemple, ils s'étaient aperçus, lors de ces expériences, de quelque chose pouvant donner un avantage stratégique dans une guerre ou autre, s'en serait-il vraiment gêné de l'exploiter? Donc, déjà là, on voit que les épandages, ça serait pour faire de l'eau. Mais pour faire de l'eau, il faut mettre du iodure d'argent. Mais ils disent que c'est des vapeurs d'eau. Donc, si on prend l'exemple des armes nucléaires qui ont développé, sachant que ça pouvait causer beaucoup de troubles au niveau environnemental et même au niveau humain, ça pourrait représenter un avantage point de vue stratégique. Ensuite, on peut s'apercevoir que chaque pays a des réglementations sur les épandages. Je vous montre ici un rapport parmi 1000 sur les épandages aériens de produits phytopharmaceutiques. Même si ce n'est pas le sujet principal, cela démontre que cela existe tellement que le législateur a été obligé de légiférer et que les épandages chimiques existent bien. Mais revenons aux chemtrails. Pour comprendre c'est quoi, faut s'intéresser à deux points. Tout d'abord, la composition de ces traînées chimiques. Puis ensuite, donc un peu le même principe que d'évaluer la pollution d'une voiture. On prend la composition du carburant, puis qu'est-ce qui sort de son échappement. Donc, ici, on a un petit extrait avec le docteur Ulrich Lehmann. Pour démontrer quoi que ce soit, il faut d'abord s'intéresser à deux choses. La composition des carburants d'avion et ensuite de ce qui sort de leur turbine. D'accord? Un petit peu comme nous, en voiture, pour évaluer la pollution sur l'environnement, on regarde la composition du carburant et ensuite l'émission des fameuses particules fines dont on parle partout et les pollutions qui vont avec. Donc analysons ça. Et c'est le docteur Ulrich Lehmann, qui est un docteur en physique de l'atmosphère auprès de l'université de Zurich, qui a eu la première comme mission suite à la problématique de la pollution près de l'aéroport de Zurich, parce que les Suisses sont quand même beaucoup plus en avance et beaucoup plus au fait de tout ce qui est pollution, écologie, d'étudier les émissions des avions, qui, comme elle le dit dans cette vidéo, on s'y était très peu intéressé. Je vous la résume, juste pour vous montrer un petit peu le docteur Ulrich Lehmann. Elle a trouvé que ce soit dans le carburant et à la sortie des réacteurs. À la sortie des réacteurs, elle a trouvé de la suie, du carbone, mais aussi 16 métaux. Bon, du cobalt, du cuivre, du chrome, du titane, du zirconium, du manganèse, de l'aluminium, du vanadium, du magnésium, du barium, du calcium, du fer. Déjà là, le problème est immense. Quand on voit qu'on s'intéresse tellement aux particules fines émises par nos pots d'échappement de voitures, là, on est déjà en présence d'aluminium et de barium, deux éléments qui sont toxiques et reconnus dans le corps humain. D'accord ? Et on constate déjà qu'il n'y a aucune réglementation mondiale ou européenne sur les producteurs de carburant, et ce, au détriment de notre santé. On nous casse les pieds parce que notre gasoil pollue trop, on en profite pour aller augmenter de 25-30 centimes le prix du gasoil, mais on s'en fiche complètement de ce que les avions crachent alors qu'il y a une augmentation du trafic aérien de 5% par an. Déjà, ça devrait faire réfléchir un petit peu. Allons plus loin. On a donné au laboratoire Analytica de faire une analyse complète sur le carburant d'aviation à usage civil le plus utilisé, qui s'appelle le Jet A1. D'accord ? Ce laboratoire, dirigé par le docteur Bernard Taillier. Donc là, je vous mets un petit peu ce qu'il y a. Alors, MD, ça veut dire que ça n'a pas été détecté, et D, ça veut dire que ça a été détecté. Donc, on voit qu'on détecte de l'aluminium,
On détecte de l'arsenic, du barium, on détecte du cuivre, on détecte du fer, on détecte du gallium, de l'omnium, du manganèse, du sodium, du nickel, du plomb, du rubidium, de l'antimoine, du silicium, du titanium, du zinc et du zirconium. Vous noterez deux choses, la présence donc d'aluminium et de barium, et par contre, le strontium, qui est un élément qui est souvent suspecté dans la composition des chemtrails, s'avère complètement indétectable dans l'échantillon. Donc ça, on retient déjà. Parce que si on retrouve dans les traînées, les chemtrails, les mêmes composantes qu'il y a à l'intérieur du carburant, ben il n'y a rien à voir circuler, tu sais. Tu sais, il n'y a pas de dépandage massif, c'est des résidus, ça serait des, tu sais, on pourrait dire que c'est une pollution qui est non désirée, non maîtrisée, parce qu'on se pose la question, pourquoi que les avions, maintenant, ils laissent ces traînées-là, puis avant qu'il n'y en avait pas. Parce que le carburant, il n'a pas changé, lui, hein? Et la conception des moteurs non plus, elle n'a pas changé. Donc là, les prélèvements des chemtrails, on tombe dans un des arguments les plus populaires des debunkers, qu'eux, ils disent qu'il n'y a aucune étude scientifique qui démontre qu'on a recueilli des chemtrails et qu'on les a analysés. Qu'eux, ils disent que dans le fond, on peut pas savoir de où ont été faits ces prélèvements exactement. C'est-tu de la vie, un fond d'eau qui traîne dans le fond d'une chaudière que j'ai prélevé. Bon, ben une chose qui est sûre, c'est qu'on retrouve des éléments comme le barium, l'aluminium, le strontium. Ça devrait quand même nous inquiéter. Il existe 3 types de prélèvements que je vais vous montrer dans cette émission. Le premier type de prélèvement, c'est le prélèvement à la source, finalement. On va voir que sur certains types d'avions, il y a des échappements qui ont été modifiés, qui seraient rajoutés pour supposément éjecter ces chemtrails. Le deuxième type de prélèvement, eh bien, on envoie un drone recueillir un échantillon. C'est ça qui est le fun avec les nouvelles technologies. Donc là, avec un drone, ça permet de recueillir le flux direct qui sort des turbines. Ensuite, il y a le troisième type de prélèvement qui est fait sur qu'est-ce qu'on appelle les fameuses toiles d'araignée. Donc ça, j'étais absolument pas au courant de cet argument-là quand j'ai commencé. Les sceptiques vont tout simplement dire que c'est des fils d'araignée, tu sais. Mais ces fils-là sont souvent visibles lorsqu'il y a des avions qui viennent de passer et puis qu'il y avait justement des étranges traînées de chimiques derrière. Ensuite, quelques heures après leur passage, des nuées de toiles d'araignée apparaissent. Donc oui, c'est un mode de déplacement de plusieurs espèces d'araignées. Mais là, il y a 2 problèmes. Le premier problème, c'est que, encore une fois, quand on était petit, avant les années 2000, ben, on n'en voyait pas de ces toiles d'araignée-là. Ben, pas en aussi grande quantité. C'est quand même un drôle de hasard que ces nuées de toiles d'araignée-là apparaissent subitement suite au passage de ces traînées-là. Donc, on va aller voir de quoi qu'on parle.
Donc, comme ça, vous savez maintenant, peut-être vous en avez déjà vu. Moi, je pense que j'en ai déjà vu. Mais évidemment, ça prouve absolument rien. On est d'accord. Donc, maintenant, on va voir un petit peu plus près des avions si on peut retrouver ces toiles d'araignée aussi. On en trouve, mais ça prouve rien encore. Mais quand même, là, c'est proche des avions. On pourrait vraiment dire que oui, mais non, ça prouve rien. Donc là, c'est pas compliqué. On va prendre des échantillons, puis on va les faire analyser. Puis si les tests de l'analyse démontrent que c'est des toiles d'araignée, ben, on va arrêter d'en parler. Donc, on va voir si ça en est. Bonjour Bernard Taillé. Nous sommes le 23 janvier 2015 et nous vous remercions de nous accueillir dans votre laboratoire. Pouvez-vous nous présenter votre activité? Bonjour. Alors, je suis aujourd'hui un vieux monsieur, mais j'ai fait des études de chimie organique jusqu'au stade d'obtenir un doctorat de 3e cycle. Tout ça, ça se passait en 71 à Marseille. Des années plus tard, après avoir travaillé dans le domaine de l'industrie de l'instrumentation de chimie analytique, en particulier aux États-Unis pendant plusieurs années, l'idée m'est venue de monter un laboratoire basé sur la spectrométrie de masse. Pourquoi ça? Parce que cette technique, vous voyez un tel instrument derrière moi, cette technique présente l'avantage, et c'est unique, de permettre d'identifier des molécules sans avoir besoin d'une idée préconçue. Des molécules dont on ne sait pas si elles seront là, on les identifie par leur spectre de masse. Donc c'est une technique d'identification, non pas seulement de quantification. Voilà. À 2 reprises, vous avez analysé des filaments tombés du ciel. Pouvez-vous nous en dire plus? Bien sûr. Un exemple de filaments qui me sont parvenus le 12 novembre 2012 de la part d'une dame qui s'appelle Madame Dumas, qui venait d'assister donc à une chute très importante de ces filaments dont je vous avoue que je n'avais jamais entendu parler. Comme je ne sors pas de mon trou, les filaments ne rentrent pas ici et j'ai pas souvent l'occasion de me promener la tête en l'air, donc voilà. Mais par contre, il y a des milliers de gens qui ont observé ça, j'ai découvert ça, et qui se posent évidemment la question de savoir qu'est-ce que c'est. Est-ce que ce sont des araignées, des cacas d'oiseaux ou autre chose? Voilà, donc j'ai été confronté à ce problème, ça m'a pris un bout de temps pour savoir comment introduire un morceau de filament dans cette machine, puis j'y suis parvenu. Après coup, je me suis rendu compte que je n'étais pas le premier, un laboratoire italien qui s'est posé les mêmes questions et qui a trouvé les mêmes réponses que moi. Oui, on arrive tous à la conclusion que ça n'est pas naturel, et que la main de l'homme est passée par là. Alors, ça tombe du ciel, c'est pas naturel, et les questions se posent donc. Voilà, alors j'apporte un certain nombre de réponses, mes analyses ont permis d'apporter quelques réponses sur la composition et sur la dangerosité éventuelle de ces filaments, mais il faudrait que les laboratoires scientifiques, dont c'est la fonction, effectuent les recherches requises pour savoir d'où proviennent ces filaments. Est-ce que c'est une pollution induite par le simple trafic aérien, ou est-ce que c'est autre chose? Expliquez-nous déjà les conséquences des produits analysés sur notre santé. Alors, j'ai trouvé un très grand nombre de molécules que je ne suis pas parvenu à identifier toutes, mais par contre, un certain nombre de molécules
ont été identifiés par comparaison avec une spectrothèque dont je dispose et qui me permettent d'affirmer que les phtalates, par exemple, qui sont présents dans tous ces échantillons, et surtout les échantillons que j'ai pu analyser depuis 2012, donc, les phtalates sont très connus, parce que très utilisés dans l'industrie des plastiques en particulier, sont très connus pour être des perturbateurs endocriniens. Perturbateurs endocriniens, ça veut dire que quand ils pénètrent dans les organismes vivants, ils dérèglent le fonctionnement des glandes qui régissent notre équilibre, l'équilibre qui fait qu'on ne devient pas obèse, ou l'équilibre les équilibres, les merveilleux équilibres qui régissent le corps humain. Et voilà, donc la seule présence de phtalates dont le rôle de perturbateur endocrinien n'est plus à démontrer maintenant, il est admis. La présence de phtalates dans ces filaments, en proportion importante, est alarmante, puisque ces filaments tombent sur le sol, que ainsi ils rentrent inévitablement dans la chaîne alimentaire, et qu'au bout, en haut de la chaîne alimentaire, il y a l'homme. Sans parler des vaches qui sont un peu plus bas, etc. Donc, ces filaments finissent sous une forme ou sous une autre dans notre organisme. Et comme on les observe sur le monde entier aujourd'hui, qu'il y a eu des dizaines de milliers de témoins, et que c'est seulement aujourd'hui, ou seulement depuis que ces deux laboratoires, donc l'italien et moi, qu'on est capable de dire que c'est alarmant, il faut que les autorités, entre guillemets, s'en préoccupent. Ça n'est plus l'affaire d'un petit laboratoire d'investigation, c'est l'affaire de laboratoires de recherche fondamentale qui nous renseignent sur l'innocuité et surtout l'origine de ces échantillons, de ces filaments. Le ministère de la Défense a répondu au maire de Saint-Martin-de-Crau que les carburants d'avions militaires ne contiennent pas de phtalates. Qu'en pensez-vous ? Et je me souviens que le rapporteur de la commission d'enquête sur le naufrage de l'Erika s'appelait Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian était à l'époque maire de Lorient et président du conseil général du Morbihan, je crois. Enfin, peu importe. Il est devenu ministre de la Défense. Donc là, ce sont donc les propos de Jean-Yves Le Drian, et je retrouve le même langage. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc, c'est pas le genre de réponse qu'on attend d'autorité. Alors, c'est pas le rôle du ministère de la Défense de veiller à la santé, de surveiller la santé des citoyens français, mais les autorités doivent apporter une autre réponse que celle de dire c'est pas nous. Il n'empêche que les filaments tombent, qu'on les analyse et qu'on trouve des phtalates dedans. Ils tombent du ciel. On est en droit de se poser la question de savoir si, par hasard, ça ne serait pas des avions. C'est pas complètement idiot. Alors, manifestement, mon rapport n'a pas été lu de manière objective, et manifestement, les bonnes questions ne sont pas posées. Les questions ne sont pas posées. On a des réponses qui ne sont pas étayées. On n'a pas de demande d'échantillon, on n'a pas de... j'ai reçu la visite d'aucun représentant du ministère de la Défense. Étudions la question. Ça, je n'en veux pas, c'est irrecevable. C'est irrecevable. Après avoir reçu ça, je reçois ça. Enfin, on me prend pour un imbécile. Monsieur Le Drian, vous me prenez de nouveau pour un imbécile ? 2 fois. C'est lourd, hein. Ça fait beaucoup. Alors, vous cherchiez à l'époque de l'Erika à discréditer le laboratoire Analytica. 20 ans plus tard, il est toujours là. Et vous ne me discréditerez pas 2 fois. Pas 2 fois. Monsieur Le Drian, taisez-vous. Taisez-vous. C'est indigne.
Vous avez visionné le film de l'équipe italienne de Rosario Marciano, Guerre secrète. Qu'en pensez-vous? Alors, en dépit des affirmations de Le Drian, je ne suis pas un charlatan. Peut-être que ce film le montre. Je suis un scientifique. Le traitement de la chute de ces filaments aéroportés dans le film, c'est un sujet sur lequel je n'ai pas à émettre d'opinion, je n'ai pas de compétences particulières pour porter un jugement sur ce que ce film évoque par ailleurs. Moi, ce que j'ai fait, c'est l'analyse de la composition chimique, une analyse préliminaire de la composition chimique de ces filaments qui nous tombent sur la tête et dans le monde entier. Ces épisodes sont rapportés dans le monde entier. C'est pas anodin pour la santé des gens qui sont sur Terre, c'est peut-être gênant pour la communication des ministères, mais c'est aussi gênant pour la santé des gens, des vaches qui broutent, des gens qui boivent le lait des vaches, enfin bref, il faut que l'on sache d'où viennent ces phtalates, qu'on fasse cesser ces déversements et qu'on en comprenne donc l'origine. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que dans les phtalates qui nous tombent sur la tête, dans les filaments qui nous tombent sur la tête, il y a des phtalates. Voilà. Ça, personne ne peut me contredire, sauf Monsieur Le Drian, peut-être, mais bon, les faits sont là. Voilà, je ne peux pas en dire plus, je ne veux pas rentrer dans d'autres considérations, il n'est pas impossible que ces filaments se soient formés sur Terre, qu'ils aient été entraînés dans l'air et qu'ils retombent, donc on ne peut pas formellement accuser l'aviation. Mais bon, quand même, il faut savoir que les avions, ce sont de véritables usines, qu'ils contiennent des lubrifiants, des carburants, tout un tas de produits chimiques extrêmement complexes, pas du tout anodin sur le plan de la santé publique, et que la réponse du ministère de la Défense m'importe peu, finalement, que Le Drian continue sur sa lancée, mais c'est pas au ministère de la Défense de se prononcer, c'est au ministère de l'environnement. C'est un problème environnemental et de santé publique. Donc que les ministères de la Santé et de l'Environnement se mêlent de cette affaire et qu'ils expliquent aux citoyens qui reçoivent ces filaments d'où ils viennent, comment faire cesser ces retombées et quels sont les risques que les gens qui ont été déjà exposés ont d'ores et déjà encourus et quelles sont les mesures prises pour que ces risques cessent. Quelle conclusion peut-on tirer de vos analyses? Ben, écoutez, le plus simple, c'est que je relise ce qui figure à la fin d'un rapport qui circule sur Internet librement. Les connaissances préliminaires et partielles que le laboratoire Analytica est parvenu à obtenir sur la composition de ces filaments aéroportés sont alarmantes, puisqu'il est maintenant démontré qu'ils transportent des perturbateurs endocriniens, ces fameux phtalates, et que ces retombées sont inévitablement susceptibles d'affecter la surface entière du globe terrestre et d'affecter la chaîne alimentaire. Voilà. Rien à ajouter. Donc, je vais vous rajouter dans les liens le rapport technique complet. Parce qu'il y en a qui disent qu'il n'y a pas de rapport technique. Donc, il y a plusieurs analyses en spectrométrie de plusieurs échantillons différentes à l'intérieur de ce rapport-là. Ce n'est pas des toiles d'araignée. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve beaucoup d'éléments qui ne sont pas présents à l'intérieur des carburants. Des éléments aussi qui ne sont pas présents à la sortie des turbines lors de la combustion du carburant. Donc, il y a 3 éléments qu'on soupçonne être à l'intérieur des traînées chimiques. C'est l'aluminium,
mais là, à un taux beaucoup plus supérieur que qu'est-ce qu'on peut retrouver à la sortie des réacteurs. La même chose pour le barium. Encore là, les taux ont explosé. Et le strontium. Le strontium, il n'était pas détecté à l'intérieur des carburants. Comment un élément peut être présent qui est pas présent à l'intérieur du carburant, qui n'est pas présent à la sortie des turbines? Comment cet élément-là peut être retrouvé dans les traînées derrière les avions? Puis il y a quelque chose qui cloche. Puis fait que quand il y a quelque chose qui cloche, ben on enquête. Mais là, on est déjà loin des vapeurs d'eau, là. Mais là, la question survient, là, Guillaume, là, pourquoi qu'on voudrait tuer des gens? Puis si c'est ça le but, ben ça marche pas terriblement bien, là, parce qu'il y a de plus en plus de population sur la planète. Mais le but, c'est pas de tuer des gens. On voudrait qu'il y ait beaucoup de gens qui meurent, mais il y a personne qui veut tuer personne. Mais il y a certains qui profitent s'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en santé, s'il y a beaucoup de gens qui sont malades, ben eux, ils vont trouver des solutions dans ce cas-là. Donc là, il y a une vidéo qui explique la formation de ces fils-là qui serait une espèce de polymère synthétique. Bref, je vais vous mettre ça dans les liens. Donc, il n'y a pas juste des gars dans leur salon comme moi qui se posent des questions, mais il y a du personnel sur le terrain, du personnel de vol qui se sont posés des questions, ils ont aperçu des choses étranges. Puis ces gens-là, ils ont recueilli des échantillons sur les avions directement. Donc, on va voir ici un agent qui prend des prélèvements sur les tuyères de l'avion qui servent à ça. Ensuite, on va voir, il les fait analyser. En Italie, il y a un journaliste qui, depuis près de 20 ans, étudie les chemtrails. Il s'appelle Rosario Marciano. Et j'espère que son dernier livre sera traduit en français, car il est très, très bien construit, très détaillé. Et du personnel au sol lui livreront des échantillons en toute confiance, que lui fait analyser dans des laboratoires indépendants, comme celui que nous avons vu précédemment. Je vais vous montrer un agent au sol qui fait des prélèvements dans l'un des drains qui a été utilisé pour ces produits. Et on verra après d'où sortent ces drains et ces tuyaux. On y reviendra plus tard. Vous avez vu l'agent au sol faire le prélèvement pour l'envoyer à Rosario. Il lui expliquait que là, si Rosario, on a de la chance, on en a, il y a de quoi faire des analyses. Donc en y faisant les analyses, déjà une première analyse rapide, souvent que Rosario fait avant d'envoyer dans les analyses détaillées, on va regarder. Scuotiamo energicamente il composto chimico reagente e vediamo che colore ci dà questo reagente. On y retrouve le zinc, le plomb, le cadmium et le cobalt. Mais le problème, c'est que le cadmium n'était pas non plus détecté dans les analyses de fuel. Il était par contre présent dans les analyses d'araignées. Et on y trouve aussi du mercure. Alors là, ça devrait déjà, rien que ça devrait inquiéter la planète entière, de se dire qu'un agent au sol vient de faire un prélèvement de mercure, vu la toxicité de ce poison. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissent la chimie de l'aluminium et du mercure qui se rencontrent. On va aller voir une petite vidéo. Évidemment. Alors, c'est pas truqué, hein. C'est pas un film de science-fiction, c'est vraiment comme ça. Évidemment, cette barre d'aluminium, au départ, elle a un dépôt d'oxyde d'aluminium qui empêche le mercure de rentrer en direct en contact avec l'aluminium. Donc, c'est pour ça qu'on utilise la perceuse pour cacher cette couche d'oxyde pour attaquer l'aluminium et ça donne ça. Alors, évidemment, là, c'est brut de café, c'est une plaque, c'est une grosse goutte de mercure.
imaginez à l'espace infinitésimal des vapeurs de mercure avec des vapeurs d'aluminium. Ça va donner des petits fils. Alors, si vous observez bien dans cette vidéo, vous allez voir d'abord des tout petits fils comme des cheveux se composer autour de la goutte. Filament. C'est un hasard. Donc, la troisième source de prélèvement, puis la plus récente, c'est à la source avec des drones. Donc, avec des drones qui plongent directement dans les chemtrails. Ça, c'est depuis 2018 qu'ils ont fait ça. Donc, toutes ces analyses-là ont été faites sous contrôle huissier, donc pour démontrer leur authenticité. Maintenant, on va revenir aux techniciens au sol. On va voir une vidéo avec Enrico Jennings. Que lui et son équipe ont la responsabilité de charger et décharger tout ce qui arrive à l'avion. Donc, lui aussi, à partir de 2002, il a commencé à s'intéresser aux chemtrails. Puis lui, il a même posé des questions à son entourage, les ingénieurs, les mécaniciens, puis on lui répondait que c'est normal, là, le trafic aérien explosé, tata. Donc, ça ne le satisfaisait pas. Donc, il a commencé à faire des recherches, puis il est justement tombé sur Rosano. Donc, il va décrire justement les conduits naturels qui étaient déjà présents sur les appareils pour drainer les fluides, les huiles, etc. Puis un jour, il prend en charge un Boeing 767 et il remarque un conduit qu'il n'avait jamais remarqué avant. Donc, des petits tubes qu'il n'avait jamais vus auparavant. Il décrivait ça comme assez artisanal et rudimentaire. Ensuite, il explique que c'est devenu beaucoup plus sophistiqué. Mais on remarquait quand même que ça sortait pas de l'usine comme ça, c'était pas original. Pour finalement arriver à des nouvelles races d'avions avec des tubulures intégrées. Donc, c'est demandé à quoi ça sert. Mais ceux qui ont créé ça, ils ont oublié un détail, c'est que souvent ça gèle dans les conduits. Et puis, une fois que l'avion est rendu au sol, le liquide qui était gelé sur les parois, il fond. Et puis, eux, ils se demandaient, des équipes, en voyant ça, pourquoi qu'il y avait de l'eau qui sortait de ces tuyaux-là directement devant les réacteurs. Tu sais. Donc, c'est là qu'en contact avec Rosario, là, il a demandé « Prélève-moi de l'eau qui sort de ces tuyères-là, puis on va l'analyser. » Donc, on retrouve toutes les saloperies qu'on a parlé avant dans qu'est-ce qu'on retrouvait dans les fils d'araignée. On retrouve de l'aluminium, du barium, du strontium, du mercure. Mais parfois, ils trouvaient aussi, tout dépendamment des prélèvements, si l'avion avait été congelé juste avant les prélèvements ou non, des cristaux minéraux, comme je vous montre là dans la photo. Donc là, on va toucher à un point important sur les théories des chemtrails, c'est que côté logistique, il y a un gros problème. Si ces traînées-là seraient du liquide qu'on embarque à l'intérieur des avions, ben, ça fait énormément de liquide là, à transporter sans que les gens, les équipes au sol soient au courant, etc. Donc, c'est un problème aussi que se posait beaucoup Enrico, que lui, il travaillait à l'aéroport, puis pourtant, la seule chose qu'il transportait, c'était de l'eau. Ce que lui, on lui demandait de faire. T'sais. Lui, il faisait seulement mettre de l'eau pour les toilettes. Puis on le sait que dans les avions, quand tu vas aux toilettes, l'eau qui coule du robinet est vraiment minuscule, le filet. Puis lui, c'est en voyant les cristaux qu'il a commencé à faire le lien un peu. Puis là, il s'est rappelé que la procédure, c'était toujours de commencer à mettre les bagages dans la dernière soute à l'arrière, appelons la numéro 5. Ensuite, une fois qu'elle était pleine, il remplissait la numéro 4. Puis il finissait la 3, etc. Puis pour finir avec les bagages de l'équipage dans la soute numéro 1.
C'était l'exemple typique pour la compagnie Italia qui travaillait. Puis subitement un jour, on lui a demandé de faire l'inverse, de commencer vers l'avant, puis d'aller vers l'arrière en remplissant. Donc là, lui, il s'est dit c'est impossible, sauf s'il y a quelque chose à l'arrière pour contrebalancer. Parce que l'avion, elle doit toujours avoir un angle de 5 à 10 degrés. Sinon, elle va consommer beaucoup plus de kérosène pendant son vol. Il y a même certaines compagnies d'aviation qui faisaient affaire avec, qui ont commencé à faire affaire avec des compagnies de sous-traitants pour le balancing de l'avion. Le balancing de l'avion, c'est de s'assurer du poids pour justement la consommation de kérosène. Puis Enrico et son équipe, ils s'ostinaient avec ces équipes-là en disant que ça faisait pas de sens. Il cite un exemple où, avec un Airbus A310, on avait demandé de mettre des bagages seulement dans le compartiment numéro 1, seulement en avant de l'appareil. Puis il avait même dû laisser des bagages, mais ils ont eu l'ordre de laisser ces bagages-là. Donc, de laisser tout ça à l'aéroport en disant que le balancing était atteint. Et pourtant, les gens ils se plaignaient qu'ils ne recevaient pas leurs bagages. Donc, quand que ça arrive, c'est peut-être pas seulement qu'une erreur d'aiguillage. Donc là, pour lui, ça l'a démontré qu'il y a du poids à l'arrière non déclaré. Il y a du poids à l'arrière non déclaré, c'est sûr. Pour lui, c'était sûr. Ensuite, il a fait le lien avec les cristaux et il a fait le lien avec le problème de la logistique de transporter tout le liquide pour déverser les chemtrails. C'est lui qui a eu l'idée, qui ensuite est confirmée par plusieurs autres sources. Donc, si on met à l'intérieur de l'avion une sorte de poudre, comme ça t'offrait plus longtemps, parce que dans le cas de Air Italia, les avions avec les rotations vont dans les hangars tous les 3-4 jours. Donc, on charge une poudre, ensuite, il met de l'eau. Ensuite, l'eau et la poudre sont mélangés avec des tuyères qui n'existaient pas avant. Puis il a commencé à faire des calculs parce qu'il y avait des vols qui duraient seulement 1 heure, puis ça demandait des centaines de litres d'eau. Et puis, je sais pas si vous êtes déjà allé dans les toilettes de l'avion, mais il y a seulement qu'un petit filet d'eau qui coule pour se laver les mains, puis ça dépense vraiment pas beaucoup d'eau. Donc, étant convaincu que les lois de la physique n'ayant pas changé et ce balancing nouveau était étonnant, donc l'hypothèse de poudre chimique s'est mise à germer dans son esprit. Puis ensuite, c'est dit que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de problèmes en cabine. On va y revenir. Donc d'abord, il a voulu vérifier s'il y avait du poids à l'arrière. On peut-tu vérifier s'il y a du poids à l'arrière? On va aller voir dans cette vidéo. Dans cette interview, on voit un homme courageux, d'Enrico, la tête bien sur les épaules, qui nous raconte que tous, sans exception, savent, et que tous, sans exception, se taisent par peur des représailles. Il est le premier à parler face caméra, et espère ne pas être le dernier. Il nous explique aussi ce phénomène qui a constaté souvent. Un ciel laiteux uniforme. Observez quand vous avez un ciel laiteux uniforme. Il faudrait mettre un thermomètre électronique pour pouvoir superviser, pour avoir toujours l'œil dessus. Mais subitement, vous avez une augmentation pendant 20 minutes de la température. Puis une petite pluie venue de nulle part, qui tache d'un résidu marron les sols. Alors les bienheureux nous font des cours de transport du sable du Sahara sur nos régions. Ah, oh là là, ils ont inventé la poudre, les mecs. Oh punaise. Oui. Il y a du sable de Sahara quand il y a des phénomènes anticycloniques très particuliers qui arrivent ici. Mais en hiver, le sable du Sahara, il va falloir que l'on explique surtout que cette année, là, depuis le début de l'année, je suis obligé de toujours, pour mon travail, d'avoir une voiture propre. Je rentre chez moi, juste avant, 1 kilomètre avant, j'ai une station de lavage, je lave ma voiture,
Je rentre le soir, elle est nickel. Le lendemain matin, elle est pleine de cette pluie brune. Mais il a plu quelques gouttes, quoi. Et c'était juste quelques gouttes, comme il dit, Enrico. C'est juste quelques gouttes. Vous attendez pas une grosse pluie. Et donc, c'est pas du sable. Évidemment que c'est pas du sable. Et puis c'est répété. C'est-à-dire que rebelote le lendemain, rebelote le surlendemain. Dans la journée, rien. Toujours des phénomènes de temps, effectivement, où le temps est laiteux. Rien à voir avec les tempêtes de sable qui sont déjà annoncées à l'avance. Est-ce que vous avez vu la traînée centrale? Ça en fait un peu du poids, là. Lui, dans le fond, c'est le premier à faire ça. Quelqu'un qui a autant d'expérience dans ce milieu-là qui décide de parler. Tu sais, c'est un peu comme moi quand j'étais inspecteur en soudage. On était tous au courant qu'il y avait de la falsification de rapport, puis il n'y a personne qui disait rien, tu sais. Donc, ils savent tout, mais ils disent rien par peur de représailles. Puis, il nous expliquait qu'il y avait de plus en plus de problèmes en cabine. Donc, ça s'appelle le syndrome aérotoxique. Ça, on n'entendait pas parler avant. Tu sais, les vieux coucous, les vieilles avions, il n'y avait pas de problème, ça polluait, mais on s'intoxiquait pas avec ça, tu sais. On a une vidéo aussi d'un exemple de ces fameux toxicités aériennes. We need to come back to JFK. We are declaring emergency. Okay. You understand that smoke has gotten a little bit worse in the cabin there. We are getting priority here. Et puis ça arriverait une fois à toutes les 2000 vols. Donc, c'est assez fou, là. Dès le début, quand le commandant de bord demande à la tour de contrôle la plus proche de se déposer en urgence, le contrôleur aérien lui demande pourquoi, évidemment. Donc là, le pilote lui répond « Émanation de gaz toxique à bord ». Et puis, le gars à la tour de contrôle, lui, il n'a pas questionné davantage. Il semblait comprendre. Les deux semblaient se comprendre déjà. Eyewitnesses give dramatic testimonies of events they've encountered. Mein erster Gedanke war eigentlich, so fühlt es sich an, wie wenn man vergast wird. Toxicologists are concerned. These are harmful compounds. Imaginez, vous êtes dans votre véhicule, puis tout d'un coup, il y a de la fumée qui émane, vous arrêtez sur le bord, puis il y a quelqu'un qui vous demande qu'est-ce qui se passe. Allez-vous dire, il y a des gaz toxiques à bord. Je vais dire, il y a de la boucane, de la fumée, là, tu sais. Je sais pas c'est quoi. Non, du gaz toxique, là. Ça n'a pas fait tilter le journaliste pour autant. Il y en a à tous les 2000 vols des événements comme ça. Donc, les symptômes. Yeux qui brûlent, goût étrange dans la bouche, nausée subite, envie de vomir, évanouissement. Mais surtout, on voit des personnes faire des choses totalement incohérentes. Il y avait un membre d'équipage assis par terre, enroulé dans une couverture. Une autre personne se gave de nourriture. Un autre qui rit aux éclats. C'est dommage que les journalistes ne fassent pas appel à des chercheurs de vérité parce que ce sont exactement des symptômes de l'inhalation de vapeur de mercure. C'est vrai qu'il y a des problèmes techniques qui peuvent survenir, mais pas avec ces symptômes-là. C'est des symptômes très, très caractéristiques, là. Puis à chaque fois, il y a la même chose qui se passe. On les dépose, on atterrit en urgence, on les prend en charge. Il y en a qui sont relâchés. Puis à chaque fois, ceux qui sont les plus touchés, les plus contaminés, ce sont les pilotes et l'équipage de bord. Parce qu'ils sont déjà contaminés. Ils ont déjà sont déjà dosés de ces produits-là. C'est très grave parce que ça arrive à toutes les 2000 vols. Imaginez, pendant qu'on se parle présentement, il y a 5000 avions qui sont en vol partout dans le monde.
Puis 5000, seulement les vols commerciaux, là. On ne parle pas de militaires, d'avions privés. Ça expliquerait plusieurs disparitions d'avions soudaines. C'est pas la faute des aliens ou bien une envie soudaine du pilote de se suicider avec son équipage. Les membres de l'équipage qui sont exposés à ce genre de produits chimiques, émanations, sont bien plus sensibles que le restant des passagers parce qu'ils ont déjà été exposés plusieurs fois. Donc, leur corps est déjà complètement saturé de ces produits chimiques-là. Quand ça arrive, les gens restent plusieurs mois en arrêt de travail. Donc, ça crée même des pénuries de pilotes qui sont au courant, mais on les empêche de parler, puis ils savent, malgré le risque. La vidéo, l'extrait que je vous ai montré, c'est très, très intéressant, malgré que la conclusion de cette émission-là n'est pas la bonne, vu qu'ils cherchent ils cherchent des anomalies dans la conception des Boeing et des Airbus. Il faut savoir aussi que l'air qui est respiré dans la cabine, il est d'abord passé par les réacteurs pour réchauffer, parce que sinon, il gèlerait de froid, tu sais. Puis ça a tout le temps été comme ça, le concept, puis ils n'ont jamais eu de problème avant de cette façon-là. Donc, c'est quoi qui a changé? Bah, tu sais, on a rajouté des petites tuyères, là. On fait passer de la poudre qu'on mélange ensuite avec de l'eau, qu'on envoie ça dans les réacteurs. On va aller voir une petite vidéo. Quand l'agent au sol, tout content, a ramené cette vidéo à Rosario, il a continué d'enquêter et a demandé aux mécaniciens ce que c'était. Ils ont répondu capteur de pression. Puis il en a vu dans d'autres avions. Et capteur de pression, ça ne collait pas. Ça ne sert à rien de rajouter un capteur de pression là. Un capteur de pression, c'est très important. On les construit avec l'avion. On ne construit pas l'avion en se disant « Oh, punaise mince, j'ai oublié le capteur de pression, ben, je vais rajouter un là. » Non, ça ne marche pas. Donc il a insisté, mais les mécaniciens ne lui ont plus répondu. Quelques jours après, il a été convoqué par le responsable de la sécurité de l'aéroport qui lui a demandé d'arrêter de poser des questions, de se mêler de ce qu'il regarde et que ce n'était pas son domaine. Il fut interloqué parce que le ton était très strict. Et en plus, le lendemain, il a été convoqué encore une fois par une personne, mais alors totalement inconnue par lui, je ne sais pas pour qui elle travaille, qui l'a, elle, directement menacé. Il a donc abandonné, mais se sent épié au quotidien sur son lieu de travail. Donc ces tubulures peuvent avoir une fuite et les produits envahir la cabine, car ce n'est certes pas, comme ils disent, des évaporations d'huile qui donnent les effets des clients. Revenons aux bienheureux qui se battent à coups de vidéo sur le net pour nous faire croire que les traînées c'est de la vapeur d'eau, alors qu'on utilise le terme de chemtrails dans les assemblées mondiales, y compris aux États-Unis, où en 2001, ce terme se retrouvait dans un projet de loi nommé le Space Preservation Act, mentionné en tant qu'arme exotique. Drôle ça, hein, arme exotique. Ce projet, présenté à l'origine devant le Congrès par le politicien Denis Kucinich, fut rejeté, si bien que les références aux chemtrails furent supprimées dans les versions suivantes. Interviewé en janvier 2002 par Bob Fritzakis du journal Columbus Alive, Bob demanda à Kucinich pourquoi voulait-il introduire le terme chemtrails dans un projet de loi alors que le gouvernement US a sans cesse nié leur existence. Kucinich lui répondit « La vérité est qu'il y a un programme entier au département de la Défense nommé Vision pour 2025 qui développe ces armes. » Lors d'une audience publique à Santa Cruz en juin 2003, Kucinich confirmait de nouveau l'existence et l'emploi effectif de l'arme climatique « Chemtrails are real ». Les traînées chimiques sont réelles. Donc, ça serait des fuites dans les systèmes qui distribuent les poudres et puis ça ferait des émanations à l'intérieur du cockpit. Revenons sur les vidéos que les débunkers nous montrent pour nous expliquer que c'est seulement que des évaporations d'eau, des traînées de condensation, malgré le fait qu'on appelle ça officiellement des chemtrails. Donc, eux, ils parlent de contrails, une traînée de condensation d'eau qu'on veut nous faire avaler, que c'est ça, que c'est pas des chemtrails. Donc, on a un physicien qui va nous expliquer. Donc, il y a un physicien qui nous explique exactement la différence entre les deux. Donc, Rosario, il a interviewé un physicien
qui nous explique exactement c'est quoi la différence entre un contrails et un chemtrails. Puis qu'est-ce qu'il dit? C'est écrit noir sur blanc dans un document de la Federation Aviation Administration. Donc c'est l'administration fédérale de l'aviation. Pourtant, là, l'Internet est saturé là, d'images, comme on va voir dans cette vidéo, que la traînée n'est pas à plus que 2000 mètres d'altitude et la température à être 25 degrés. Au fait, c'est quoi un contrails? Ces traînées de condensation d'eau que l'on veut absolument nous faire gober en nous traitant d'imbéciles, de conspicrétins, etc., etc. Eh bien, sur ce coup-là, hélas, les crétins ne sont pas du bon côté. Dans le document de la guerre secrète de Rosario, il y a une interview d'un physicien, Corrado Penna, qui nous explique la différence entre chemtrails et contrails. Pour ceux qui veulent aller plus vite, je vais vous faire un rapide résumé. D'ailleurs, ce qu'il dit, c'est même écrit noir sur blanc dans les documents de la Federal Aviation Administration. Donc, c'est même l'administration fédérale de l'aviation qui écrit la chose suivante, que les traînées de condensation sont de la vapeur d'eau. Ces traînées se forment uniquement au-dessus de 8000 mètres, avec des températures inférieures à moins 40 degrés et une humidité relative non inférieure à 60-70%. Elle se dissipe en moyenne en quelques secondes ou minutes, grand maximum. Ce qui est parfaitement logique et correspond à ce qui se passait dans le passé. Or, on filme de partout dans le monde et le net en est saturé des traînées comme sur cette vidéo qui, en comparaison des nuages, n'est pas à plus de 2000 mètres. Avec une température au sol de 25 degrés, donc cela fait à peu près 12 degrés à 2000 mètres. L'humidité étant lors de cette prise à 33%. Il est donc physiquement, sauf de remettre en cause là aussi les lois de la physique, impossible de créer de la vapeur d'eau persistante. Donc, c'est impossible de créer de la vapeur d'eau persistante à 2000 mètres à 33% d'humidité à 12 degrés. Les chercheurs de vérité disposent maintenant de des caméras thermiques. Donc, pour la photo ci-jointe, on voit une température de 6,2 degrés Celsius, ce qui est impossible pour une traînée de condensation d'eau. Mais là, pour ces gens-là qui tentent de faire passer les chercheurs de vérité pour des gens stupides, donc les traînées qu'on voit de plus en plus souvent en cercle, ils nous expliquent que c'est des avions qui temporisent autour de des aéroports et qui laissent donc de la vapeur d'eau. Bon, OK. T'sais, ils prennent vraiment des gens pour des imbéciles de base. Premièrement, on en voit partout, pas seulement au-dessus des aéroports. Puis en plus, lorsqu'un avion attend pour atterrir dans un aéroport, il le fait à des altitudes assez basses. Donc, une altitude qui est impossible de créer une condensation de vapeur d'eau. Mais tu sais, c'est des... Si on écoute une de leurs vidéos, c'est des professionnels, ils expliquent très bien dans leurs vidéos. Puis mettons que si je suis une personne qui n'a jamais fait de recherche, souvent ils vont chercher des points vraiment loin qui n'ont vraiment pas rapport, dans le fond des termes très complexes dans une encyclopédie. C'est comme un peu l'explication avec le sable du Sahara. Donc, c'est souvent hors contexte les arguments qui vont sortir. Tu sais, là, en regardant leurs arguments, on va dire « Ah, ça, j'étais pas au courant de ce mot étrange-là. » Ben, parce qu'on s'entend qu'ils n'ont pas vraiment d'argument. Ils n'ont aucun argument. Là, tu sais, Donc, maintenant, on va voir une vidéo de debunker, de traînée de condensation. This window camera captures a dangerously close pass by a rogue aircraft releasing persistent chemical trails that appear to be released out of direct proximity to the engine exhaust. This risky stunt maneuver would be a violation of FAA rules for traffic separation. Then another four-engine rogue aircraft passes very close below the camera again, releasing black carbonaceous plumes very close to the jet engine exhaust. And then
Next, we see two more rogue aircraft passing each other much too closely at nearly the same altitude as they release carbonaceous aerosol plumes, a concept for climate modification proposed by Dr. William Gray in 1974 in a paper entitled, quote, Weather Modification by Carbon. Dans cette vidéo, on constate deux choses. Des avions sans plan de vol attitrés. Cela arrive souvent, parce que des avions passent, et quand on va sur le site qui les recense, les avions en vol, ils n'y sont pas. Soit des avions, alors c'est soit des avions militaires, souvent, soit des avions ayant éteint leur transpondeur. Qui m'expliqueront les traînées de condensation noire de carbone. Là. Donc, je sais que dans certains cas très particuliers, on donne l'autorisation de largage de kérosène. Ça, c'est interdit de faire ça au-dessus d'habitations, premièrement. Exemple, l'avion vient juste de décoller, il y a un passager qui a une crise cardiaque, et puis l'avion doit réatterrir immédiatement. Lorsqu'un avion vient de décoller, elle ne peut pas tout de suite atterrir parce que le poids est trop lourd. Il y a trop de carburant dans les ailes. Normalement, pendant un vol, on calcule la quantité de carburant, juste un petit peu plus de carburant que ce qui est nécessaire pour faire le vol. Donc, à ce moment-là, ils sont obligés de dégazer. Parce que parfois, on voit qu'il y a sur certaines vidéos, il y a des traînées qui ne sortent pas des réacteurs, qui sortent de des conduits spéciaux. Donc là, eux, ils expliquent, c'est le kérosène qui est dégazé. Donc, on va aller voir une vidéo où on pourrait penser que c'est un dégazage. Et donc, oui, les bienheureux ont oublié que les chercheurs de vérité connaissent à la perfection les sorties prévues pour les dégazages. Et là, dans le cas de cet avion, ce n'était pas les bons tuyaux. Donc, ce que vous venez de voir de la part de cet Airbus commercial A380 est appelé insémination hygroscopique des nuages bas. Elle sert à détruire les nuages. Alors pourquoi, me demanderez-vous? On commence là à entrer dans le cœur du problème et de l'origine de la naissance des chemtrails. Les militaires haïssent les nuages. Ils perturbent les transmissions. Le physicien Corrado Penna, dans la vidéo « Toujours la guerre secrète », explique déjà les premiers brevets qui ont été déposés dans ce domaine. Le but des chemtrails a été au début une initiative militaire en vue de contrôler le climat pour donner un avantage sur l'ennemi, mais aussi pour ne pas avoir de problème avec les nuages pour ses propres radars. Donc là, on a un ancien représentant de la marine qui est devenu météorologue à la TV. Puis de temps en temps, il se lâche un peu. Là. Here in southern Oregon and northern California, we've got a bit of an unusual situation. Now, this first portion of the radar cycle, fairly bland and typical, but then you see these bands of very distinct cloud cover moving into the region. That is not rain, that is not snow, believe it or not. Military aircraft flying through the region dropping chaff. Small bits of aluminum, sometimes it's made of plastic or even metallicized paper products, but it's used as an anti-radar issue, and obviously they're up there practicing. Now, they won't confirm that, but I was in the Marine Corps for many years, and I'll tell you right now, that's what it is. 50 in Medford right now, 48 in White. Malheureusement, le lendemain, il a perdu son emploi. Mais là, il y avait un problème. Les militaires, il n'y avait pas assez d'avions, pas assez de ressources pour couvrir tout le ciel au complet. Donc là, on tombe dans les avions commerciaux, il y a beaucoup plus d'avions. Mais là, il fallait trouver une façon que ça reste un secret militaire, mais en utilisant les avions commerciaux. Donc, avec une poudre qu'on mélange à l'eau ou le kérosène. Alors, regardez ce rapport de 1996 de l'Air Force pour maîtriser le climat en 2025. Récemment, on a vu aussi un article concernant Bill Gates qui voudrait contrôler le climat. Donc, ça commence là, à sortir. On s'approche de 2025, justement. Puis, d'après moi, ils vont de moins en moins se gêner là, pour nous déballer ça d'en face. Là. Il leur manquait juste une raison pour justifier l'épandage de ces produits. Donc, le fameux réchauffement climatique.
Donc, on fait encore une fois une pierre deux coups. En plus de rapporter des milliards de dollars en frais carbone, on va dissimuler le fait d'empoisonner les gens pour des fins de changement climatique. Puis pour ceux-là qui sont trop curieux, on a seulement qu'à alimenter ça de quelques menaces. C'est réglé pour eux. Donc là, il va falloir que je fasse une émission sur l'escroquerie des changements climatiques. Donc, les pourcentages d'augmentation de température qu'on a observés sur Terre sont aussi observés par les astronomes sur toutes les autres planètes du système solaire. Selon les géologues, d'ici 20 à 30 ans, c'est plutôt un refroidissement climatique qui nous attendrait. Ceux qui sonnent l'alarme au sujet du changement climatique ou du réchauffement climatique, la plupart du temps, ce sont des climatologues. Ça, c'est une profession qui n'existait pas il y a 30 ans, premièrement. Et puis, c'est un peu comme des météorologues. Ces gens-là sont supposés de se baser sur la physique pour considérer leurs résultats, mais ça ne semble pas être totalement le cas. Les climatologues ne s'entendent absolument pas avec les géologues qui, eux, ont une connaissance beaucoup plus poussée de la Terre à différents aspects. Ça peut être au niveau sismique, au niveau de la composition, etc. Puis selon les géologues, la température globale normale de la Terre depuis 1850 n'a pas vraiment changé, la moyenne. Une chose qui est importante à savoir, c'est que la température globale normale de la planète est mesurée seulement depuis 1979 à l'aide de satellites. Donc, c'est les seules données fiables auxquelles on a accès. Donc, les climatologues, je ne sais pas quelles données qu'ils prennent pour affirmer de telles choses, mais donc la question climatique, c'est un instrument c'est utilisé comme un instrument contre le capitalisme, en fait. Puis il y a plusieurs associations de géologues et d'autres scientifiques. Puis ces gens-là se font refuser le droit de parole dans toute plateforme. Des chaînes comme Radio-Canada, eux, ils ont des contrats. Donc, ils ont des contrats pour lesquels ils s'engagent à respecter la ligne directrice de BBC. Donc, c'est impossible de débattre avec ces gens-là. Mais là, comme je vous disais, il faudrait que je fasse une émission complète. Il y a même des personnes qui questionnent l'origine qui remettent en question le fait que le pétrole serait une énergie fossile. Il y a une grosse guerre entre le lobby du pétrole et le lobby des énergies vertes. Et si on compare les deux, on prend un pas de recul et on observe la dette environnementale des deux. Et puis, la dette environnementale pour l'utilisation du pétrole semble être inférieure à celle des énergies vertes. Donc, on doit se questionner sur le réel enjeu des changements climatiques si ce n'est pas seulement qu'une stratégie de manipulation. Il faut savoir qu'il y a même des gens qui travaillent à des équipes de chemtrails et eux, ils croient que leur travail est nécessaire pour les changements climatiques. T'sais, ils ont même des écussons puis tout le kit. C'est assez spécial de voir ça. Donc, dans cette vidéo-là, on voit un avion qui crache son poison, qui relance un circuit, ça s'arrête, qui recommence. Puis, on voit que ça arrête, ça recommence. Puis les débunkers vont nous expliquer quand même que c'est de la condensation d'eau. Malgré toutes les trappes différentes, là, les différentes sorties, tuyères. Contrôler les phénomènes atmosphériques signifie dominer l'économie, contrôler les ressources. Ils peuvent détruire les récoltes des ennemis, les inonder ou les rendre arides. Ça me fait sourire car en enregistrant cette émission, j'apprends qu'il y a eu un énorme orage de grêle sur Paris et des inondations. Sans doute, quelqu'un ne doit pas être content de la voix de la France concernant l'Iran. Les États-Unis n'ont-ils pas utilisé le terrible agent orange au Vietnam? La Chine ne se cache pas d'avoir des organismes institutionnels chargés de contrôler le climat. D'ailleurs, on l'a vu pour les Jeux de Pékin. C'était horrible avant, smog, on voyait rien, et puis tout d'un coup les Jeux arrivent, et hop là,
tout va bien. Par la suite, on a associé les industries pharmaceutiques, chimiques, agroalimentaires, etc. Et aussi les compagnies aériennes qui ne font certainement pas cela gratuitement. Surtout les compagnies low cost. Pensez-vous réellement que des billets d'avion vendus à quelques euros suffisent à les rendre prospères? Un sol contaminé par l'aluminium, par exemple, où rien ne pousse. Et comme par hasard, hop là, Monsanto sur une graine qui s'en fiche de l'aluminium. Les profits sont énormes partout. Prévoir, conditionner le cours des titres rapporte des fortunes colossales, sans parler des milliards de la taxe carbone. Beaucoup d'hommes politiques en off ont admis avoir connaissance des chemtrails. En 2014, le député Joël Giraud a même posé une question à l'Assemblée nationale concernant les chemtrails. La réponse n'est pas encore parvenue. Dans tous les pays, c'est ainsi, mais il ne faut pas lâcher, ne plus donner votre voix à des partis institutionnels qui font exactement la même politique. Regardez cette vidéo. C'est un avion qui crache au poison, s'arrête, change de circuit, recrache son poison. Les debunkers officiels vont nous répondre que c'est de la condensation. Il y a des Rosario Marciano dans chaque pays du monde. J'ai cité que lui, car j'apprécie énormément son travail. Je parle sa langue, il est sérieux, les faits sont toujours avérés, vérifiés, c'est pas un illuminé. Il y a des Rosario Marciano partout, il y en a en Allemagne, en Hollande, en Angleterre, il y a un Allemand qui fait même des sittings dans la rue, vous avez déjà dû voir sur le net, qui lui aussi travaillait qui était ingénieur dans les aéroports, il y en a partout dans le monde. On n'a pas la force des médias qui ne veulent pas reprendre le sujet comme plein d'autres sujets. Donc c'est pour ça qu'il faut diffuser, en parler. Il y a même la NASA qui l'admet dans ce petit article. Donc j'ai repris le travail de Rosario. Selon Silvano, c'est une des meilleures sources. Donc, il y en a partout des Rosario comme ça qui font des recherches, mettons un dans chaque pays, on pourrait dire. Mais j'ai l'impression qu'au Québec, c'est très tabou encore, tu sais. Mettons, si on va en Europe, en France, en Italie, il y a à peu près la moitié des gens qui en parlent ouvertement, là. Il y a même dans certains médias là, que ça commence à en parler. C'est ce qui conclut mon émission sur les chemtrails. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous voulez me supporter, ben moi je demande pas de dons. Engagez-moi comme vidéographe pour faire vos projets. Puis je vous laisse sur des images de traînées chimiques. Juste de voir ces images-là, on devrait se poser des questions. Là.